Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nike? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur une analyse sectorielle qui va vous être partagée ici dans le... Bon, c'est pas une analyse sectorielle en même temps, mais c'est une analyse spécifique à Nike, ok? Quelle est la situation pourquoi est-ce que le prix de l'action se casse la gueule ces derniers mois-ci? Parce que vous savez que quand une opportunité d'investissement se présente, il y a toujours une raison derrière. Quelles sont les décisions que Nike a prises par le passé qui ont impacté le prix de l'action en date d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle a prévu de faire pour arranger cette situation-là? Ok, donc j'ai fait une vidéo ici concernant l'analyse quantitative. Vous pouvez aller la voir. Mais aujourd'hui, c'est le moment de parler du qualitatif. Parce que quand on veut investir à long terme, il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, voir à peu près ce que dit la concurrence également sur le sujet, questionner le réseau de distribution, etc. Donc, je vais vous lire à peu près ce document qui sera envoyé dans la Top Newsletter, le lien étant dans la description de la vidéo. Elle est gratuite, la Top Newsletter. Ok? Je ne reçois jamais de merci ni quoi que ce soit. Les amis, juste mettre un 5 étoiles sur la page de vente de la Top Newsletter, c'est déjà beaucoup. Ok? Moi, je pense qu'on a dépassé le millier d'abonnés sur la Top Newsletter ici, mais en termes de le nombre de personnes qui ont pris la peine de venir au moins mettre une note, voilà, ils sont même pas 100. D'accord? Donc, je sais même pas s'ils sont, je pense qu'ils ne dépassent pas 100. Bref, faites un effort, s'il vous plaît. Mettez au moins 5 étoiles. Dites-nous ce que vous pensez. En fait, je ne vous force même pas à mettre 5 étoiles. Mettez le nombre d'étoiles que ce service-là mérite en date d'aujourd'hui. Ok? Que ce soit une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, comme vous voulez. Mais voilà, je préfère un 5 étoiles. Comme je dis toujours ici, c'est bien quand c'est gratuit. On aime bien quand c'est gratuit, mais au moins, qu'est-ce qu'on fait de nos côtés également pour remercier quand c'est gratuit? Un like, un abonnement, un commentaire, ou bien un 5 étoiles de ce côté-là, ça fait toujours plaisir. OK? So, je vais aller rapidement sur cet article-ci. Et je rappelle que vous allez recevoir ça soit aujourd'hui ou demain, ça va dépendre. Parce que je n'ai pas encore terminé Il y a certaines modifications que j'aimerais également effectuer dessus. Bref, mais je pense qu'on a à peu près le bon bout là. OK. So, Nike, qui domine le marché de la chaussure de sport, a connu une croissance importante pendant la pandémie de coronavirus. Le consommateur moyen disposait d'options limitées en ce qui concerne ses activités quotidiennes et dans le même temps, beaucoup recevaient des aides gouvernementales pour stimuler l'économie, destinées à stimuler l'économie, si vous voulez. Ok, donc ils ont appelé ça Stimulus Act ou un truc comme ça aux États-Unis. So, au Canada également, on en recevait. Il est vrai que la course à pied en plein air était de plus en plus populaire. Donc voilà, toutes les activités plein air ici pendant la pandémie, rappelez-vous, ça fonctionnait très très bien. Ok, notamment les camping-cars, ça fonctionnait bien, les barbecues, ça fonctionnait bien, la vente de tentes ici avait augmenté. Bref, les produits, le sport en plein air fonctionnait. Même les armes à feu, je pense qu'ils ont vendu énormément de balles pour la chasse, des choses comme ça. Bref, mais ce n'était pas la véritable source de croissance de l'entreprise. Ah ouais, faites attention aux faux signaux. Avant l'apparition des premiers cas de Covid-19, Nike et son logo emblématique surnommé swoosh, ils appellent ça comme ça, étaient déjà très appréciés par les jeunes consommateurs. La société a conçu un plan pour répondre aux attentes des millennials, comme on les appelle généralement, ou les milléniaux, comme voilà. So, notamment, en leur permettant, et ça c'est très vieux, Nike, c'est très très vieux, d'accord? Donc, vous voyez que la société a une vision à long terme depuis très très longtemps. Notamment en leur permettant de participer à la création des chaussures en termes de couleurs, de style et d'accessoires. Il me semble que c'est quelque chose qui date à peu près de 2003. Je me souviens bien qu'en 2002-2003, je me baladais déjà sur le site de Nike et je pouvais faire des modifications, des choses comme ça, la couleur. Voilà, c'était surtout les godasses quand je voulais encore être footballeur à une époque. C'est il y a très longtemps, j'ai très vite abandonné le rêve. So, la spécification et la personnalisation étaient toutes deux très demandées et Nike a utilisé ses moyens financiers considérables pour construire une plateforme numérique inégalée dans l'industrie de la chaussure et du vêtement de sport. Oui, en fait, la plateforme de Nike est très très intéressante depuis très très longtemps. Ok? Puis, lorsque les fermetures et les mises en quarantaine ont commencé, la configuration parfaite s'est mise en place. On avait le site web, on avait une clientèle jeune, on avait également des gens qui avaient les poches pleines. Bah,
Qu'est-ce que vous voulez? Donc, les consommateurs de tout âge se retrouvant sur le site internet de Nike et commençant à acheter directement auprès de l'entreprise. Ce sont le fameux direct to consumer, les ventes directes aux consommateurs. En fait, les recettes ont commencé à affluer rapidement et les avantages en termes de marge étaient également évidents. La direction a donc décidé que l'entreprise devait se lancer à fond dans la vente directe aux consommateurs. Les années précédentes, Nike dépendait fortement de ses grossistes et de leurs magasins. Au cours de l'exercice 2022, se terminant au mois de mai, donc l'exercice de Nike termine son année fiscale au mois de mai, donc présentement Nike est déjà sur l'année 2024, ok, parce que l'année fiscale 2023 est terminée. Donc, les ventes en gros représentaient environ 25,6 milliards de dollars contre 18,7 milliards de dollars pour la branche direct to consumer en pleine croissance. Mais la décision de faire évoluer le modèle commercial était déjà à l'ordre du jour. Dès 2019, ah oui, les dirigeants ont décidé d'arrêter de vendre leurs produits directement sur Amazon, mettant ainsi fin à un programme pilote qui avait débuté en 2017. La représentation et la présentation de la marque ainsi que la contrefaçon étaient des préoccupations majeures. Mais la plupart des experts ont cité l'accent mis sur le DTC comme un autre facteur important de la décision. Et donc, on a envoyé ça sur Amazon, histoire de voir si ça pouvait intéresser, s'il y avait les volumes de vente pouvaient être élevés ici par rapport à nos produits, si on décidait de le faire de nous-mêmes. Une fois qu'on a vu que ça fonctionnait, on s'est dit, on va le faire. OK? À peu près au même moment où le pacte avec Amazon disparaissait, en 2019, John Donahoe, si on le dit comme ça, devenait le nouveau PDG. Et c'est important de regarder le background. Donahoe était auparavant PDG d'eBay. Il me semble de 2005 à 2015 ou bien de 2008 à 2015, quelque chose comme ça, de eBay. Et ce type de décision a donc permis de mieux comprendre la direction que prenait l'entreprise. On a ramené quelqu'un qui avait une expérience dans le domaine du digital ici, la vente en ligne. Avec un nouveau PDG en place qui connaît bien le paysage numérique, les ventes DTC ont poursuivi leur forte progression soutenue par les aides gouvernementales. Dans la foulée, la marque de vêtements de sport a cessé de vendre ses produits aux grands magasins comme Macy's et s'est séparée des grossistes qu'elle jugeait indifférenciés. Donc, les grossistes ici, si on était spécialisé dans le domaine de la basket, ça ne nous intéressait pas. Non, on préférait faire affaire, par exemple, ici avec des gens qui avaient également des produits de plein air, etc., qui faisaient appel à d'autres types de clients, d'accord, que les clients classiques ici de Nike. Donc, c'est cela qu'on a peut-être gardé ici parce que c'est un marché, entre parenthèses, de niche. Par exemple, ici, tout ce qui concerne ici le sport, les activités en pleine montagne, etc. Si Nike a des chaussures dans ce secteur-là ou bien dans les activités en pleine montagne, que ce soit en été ou en hiver ici, que les produits de Nike ici sont également disponibles pour ces différentes saisons-là. Dans tous les cas de figure ici, les entités comme Foot Locker, on les a mis de côté. Donc, on va en parler tantôt. Officiellement, en juin 2020, la marque a lancé son programme Consumer Direct Acceleration. L'essentiel, donc Consumer Direct Acceleration, on peut faire ça pour aller regarder ça ici. On prend ça, on va Consumer Direct Acceleration, on met à côté ici Nike. OK? Et voilà. Consumer Lesson from Consumer Direct Acceleration Program. Le Retail Consumer Experience. En fait, la vente au détail, c'est toute une science. Donc, Nike Mebo, donc je vous laisse aller lire ça ici. Ça peut être un article assez intéressant. OK? Donc, on revient ici. Retail Stratégie. Donc, c'est un secteur... Plus je lis sur ce secteur d'activité, plus ça m'intrigue. Je sais que c'est un secteur très compliqué, la vente au détail. Nike ici, ils fournissent ici les magasins de vente au détail par rapport à leurs produits ici. Mais si la vente au détail se porte mal ici, généralement, ça peut impacter temporairement Nike. Parce que de toutes les façons, ici, ils ont des relais ici de croissance, ils ont des relais ici de distribution, que ce soit en ligne ou en physique. OK? Bref, c'est toujours important d'avoir à peu près l'avis des experts dans le secteur d'activité. OK? Je vous laisse aller lire cet article ici. Alors, on revient ici. L'essentiel de la stratégie consistait à se concentrer sur les canaux numériques et à se retirer de plusieurs accords de vente en gros. Nike a mis fin à ses partenariats avec un grand nombre de détaillants. La liste comprenait Zappos, Dillard, et Zappos appartient à Amazon, n'oubliez pas.
Zappos, Dillard, DSW, Urban Outfitters. De même, la quantité de produits fournis à Foot Locker a été réduite. Donc, Foot Locker ici ne recevait que de Nike ici des produits, pas des nouveaux produits, mais des anciens produits ici. Par exemple, si on a une nouvelle Nike Blazer ici, on n'aura jamais le nouveau modèle, ou bien le nouveau coloris ici avec Nike. On aura dans les magasins Foot Locker, on aura plutôt les anciens modèles. Ou bien c'est un peu comme avec les Jordan, on aura plutôt les anciens modèles. Or, les nouveaux modèles, vous les trouvez uniquement en ligne, ou bien dans les magasins Nike, ou bien certains magasins spécialisés ici agréés par Nike. Il s'agissait de consolider la distribution dans les canaux DTC ainsi que chez les fournisseurs privilégiés, à savoir Dick's Sporting Goods et eBay. eBay est très particulier parce que eBay vend essentiellement ici ses produits dans des zones rurales. Ok, donc les zones où, voilà, notamment les gens s'en foutent un peu d'Internet, mais ils ont quand même besoin ils commandent pas trop en ligne, en fait. Vous allez voir que eBay, c'est une compagnie qui m'intéressait bien à une certaine époque parce qu'elle s'échangeait une valeur d'entreprise une valeur d'entreprise négative. Donc, c'est-à-dire que quand vous prenez l'entreprise ici et que vous enleviez la dette, vous trouvez un chiffre négatif. Donc, par exemple, si on est capitalisation boursière 100 millions, dette nette, dans les caisses, on trouvait du cash net, par exemple, de 1 milliard. Donc, ça veut dire que si vous achetez l'entreprise à 100 millions, vous trouvez 1 milliard dans les caisses. C'est très rare de trouver ce genre d'entité-là. Ben, ça, c'était avant. Je n'ai pas vérifié depuis un temps ici. Après, maintenant, vu qu'on parle de la vidéo ici, on peut faire ça. eBay, où est-ce qu'on se situe? On est où aujourd'hui? Voilà, 900 millions. Donc, il me semble qu'on va aller regarder la valeur d'entreprise, la valeur d'entreprise Enterprise Value. On valide. Et vous remarquez que la valeur d'entreprise, c'était à quel niveau? Je pense que c'était là, quelque part par là, ici. Je pense est-ce qu'on a atteint le négatif? Oui, ici. Voilà, c'était pas si grand que ça. OK? On revient ici sur l'article. Voilà. On fait ça. Donc, eBay est très particulier. Ils ne vendent pas dans les magasins. Ils ne font pas concurrence directement ici à Foot Locker. D'accord? Ils sont jamais dans les magasins, dans des petites villes ici. OK? Donc, vraiment le genre de ville où quand il y a un seul magasin, c'est déjà assez suffisant pour saturer le marché. Alors, la rupture. À première vue, le plan fonctionnait. Mais le fait que la plupart des consommateurs étaient confinés chez eux et disposaient de beaucoup d'argent a probablement donné une impulsion insoutenable. Lorsque la pandémie est rentrée dans sa phase finale, de graves problèmes dans la chaîne d'approvisionnement ont fait surface à un moment où les consommateurs tentaient de revenir à des schémas d'activité plus classiques. Le monde s'ouvrait à nouveau et les options de dépenses augmentaient considérablement. Peu de temps après, les niveaux de stock ont commencé à augmenter, puis une véritable surabondance s'est installée. La première réaction de la direction a été de procéder à une vaste campagne de rabais et d'activités promotionnelles pour réduire la quantité de produits dans les entrepôts Nike. Donc la rentabilité en a souffert, mais quelques progrès ont été réalisés en ce qui concerne les niveaux de stock. Parfois, généralement, ici, quand on parle ici de deal, quand vous voyez les soldes sur un site, etc., ça impacte la rentabilité. Les volumes vont peut-être être élevés, mais en termes de rentabilité, ça impacte la rentabilité. Cela nous amène à aujourd'hui où la société a clôturé l'exercice 2023 avec 8,45 milliards de dollars de stock contre 8,42 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2022. En outre, les bénéfices de l'exercice 2023 ont atteint 3,23 dollars par action, ce qui représente une baisse notable par rapport au record historique de 3,115 dollars enregistré au cours de l'exercice 2022. Donc, de toute évidence, la stratégie DTC devait au moins être revue. Alors, parlons un tout petit peu des stocks. Et je ne parle jamais de la variation des stocks ici, parce que comme je l'ai dit, sur cette chaîne YouTube, tout est fait par étapes. La première étape ici, c'est le volume. La seconde étape, c'est la spécialisation. Et il y a une troisième étape ici qui est, entre parenthèses, je vais l'appeler l'expertise. OK? Où on essaiera d'avoir un contenu un peu plus poussé que ce qu'on a présentement ici. Je vous ai dévoilé ma stratégie de croissance. Oh merde. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Ça demande du temps et du travail. Donc, vous pouvez copier si vous voulez. Sur Nike, par exemple, c'est bien de regarder les chiffres, etc. Mais quand on parle de segment de vente au détail, la variation des stocks, pas au niveau du besoin en fonds de roulement, mais il faut toujours regarder l'inventaire, l'évolution de l'inventaire.
Qu'est-ce qu'on constate ici? On a des stocks aux alentours de 8 milliards 450. Ça, c'est au dernier trimestre, hein. OK, au mois de juin. Regardez l'inventaire ici, le turnover de l'inventaire. Ici, au dernier trimestre, on a à peu près un turnover aux alentours de 3,3. OK, donc c'est-à-dire que pour renouveler l'inventaire total ici, Nike le fait 3 fois par an. En fait, vous allez me poser la question, mais elle doit le faire en combien de temps? En fait, plus ce chiffre est élevé, mieux c'est. Ça veut dire que l'inventaire ici sort très vite des magasins. OK, je vais vous montrer une chose. On a ici un inventaire ici de 3.3, donc un inventory turnover de 3.3, alors qu'on avait à peu près à une certaine période 4.3. Donc, on va essayer de regarder quand la stratégie a changé, s'il y a eu un impact négatif ici. Donc, on va le mettre ici en 12 mois. OK. Alors, sur les 5 dernières années, enfin, sur les 20 dernières années, on avait à peu près 4.2. Donc, l'inventaire sortait rapidement. Sur les 10 dernières années, 3.9. Sur les 5 dernières années, 3.5. Donc, c'est-à-dire que quand on dit 3.5, prenons 365 jours, disons. Alors, généralement, ici, en moyenne, c'est pas ouvert 305 jours. C'est-à-dire que l'inventaire de Nike est renouvelé chaque 107 jours. Si un trimestre ici, c'est 30 jours, ça veut dire que si un trimestre ici, c'est 90 jours, excusez-moi, un trimestre. Si un trimestre ici, c'est 90 jours, donc vous voulez dire que l'inventaire ici, on doit atteindre, au lieu que l'inventaire, on épuise cet inventaire-là en un trimestre ici, bah, on l'épuise ici rapide, on l'épuise ici en un trimestre et demi. C'est pas que c'est surtout le trimestre qui est important ou quoi que ce soit, c'est l'évolution de la chose. C'est le trend, c'est la tendance. Parce que LVMH Aptech, pour lui, LVMH, c'est une fois, c'est 1,5 fois ou bien moins de 2 fois ici l'inventory turnover. OK? Donc, il faut suivre la tendance de ce chiffre-ci. Donc, vous remarquez ici que l'inventaire est de plus en plus élevé et il est plus élevé que la moyenne. OK? Inventaire ici, inventaire, inventory, voilà. Day sale outstanding, donc par rapport à l'inventaire, vous voyez qu'on a une centaine de jours, alors qu'avant, on était aux alentours de 92 jours. D'accord? Et ça, la pandémie, le PDG arrive en 2019, boum, l'explosion à ce niveau-ci. Ce n'est pas anodin. Donc faites très attention, ce niveau-ci n'est pas... En fait, vous allez dire ici que mais c'est pas grave, c'est de l'inventaire, c'est dans les entrepôts. Oui, mais il faut le renouveler. Ça coûte de l'argent. OK? Ça coûte de l'argent parce qu'on nous sommes sur un marché où la nouveauté est très importante. Or, si on a de nouveaux produits qui arrivent et que on a dans les magasins, on a les anciens modèles, il faut les liquider rapidement. Donc, quand vous avez un magasin de vente au détail, surveillez l'inventaire, la tendance, l'évolution. Kering également a un problème avec l'inventaire. Allez-y, regardez, Kering a un problème avec l'inventaire. OK? Donc, l'inventaire est très important. D'accord? Je pense qu'on aura tendance à être plus... Enfin, je ne vais pas souvent parler d'inventaire, etc. Peut-être quand on va parler ici de... Quand on parlera ici du segment des retail au niveau de la formation, on va pouvoir la mettre ici. Donc, dans tous les cas de figure, je pense que ça sera plus intéressant, plus important à ce niveau-là. Donc, ici, c'est juste une parenthèse. OK? Donc, le problème de Nike est également lié à l'inventaire. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. D'accord? Il me semble qu'au mois d'août, au courant du mois d'août de l'année précédente également ici, on avait ce problème-là. D'où la légère réduction ici, mais ça ne résout pas la situation. Donc, on va avoir tendance à faire les soldes. Donc, ça va avoir tendance à avoir un impact sur les marges. Au trimestre prochain ou au suivant. D'accord? Donc, pour quelqu'un qui veut investir sur Nike ici, on s'attend déjà à des jours assez difficiles. Mais, vous allez voir que ça va peut-être changer. Alors, reconstituer les relations. Rebâtir les relations, on peut le dire comme ça. Rebâtir, j'aurais pu mettre rebâtir ici. Je vais modifier ça. Reconstituer, rebâtir. On va voir ça ici. Non, tac. Alors, au cours de l'été, des informations ont régulièrement circulé sur le fait que Nike recommençait à faire de plus en plus appel à des partenaires grossistes et à des détaillants. Or, comme par hasard, DSW, une société dont Nike s'est éloigné à partir de 2021, est à présent de retour dans le réseau. Donc, on dit le réseau de distribution de Nike. Et le réseau de distribution est très important quand vous vendez un produit, par exemple une marque, ou bien quand vous avez à peu près une compagnie comme Procter & Gamble, ou bien comme Coca-Cola. Regardez toujours le réseau de distribution. C'est important.
À partir d'octobre, cette entité vendra une grande variété de produits Nike pour hommes, femmes et enfants. La décision de ne plus faire affaire avec Macy's a également été annulée. Oh là là! En octobre, les magasins Macy's et leur site internet recommenceront à vendre des vêtements portant la marque Nike. Ce nouveau pacte devrait augmenter considérablement la quantité de produits que Macy's aura en stock. Et nous, ça nous permet de rebâtir, ça nous permet ici de réduire les stocks chez nous. D'accord? Ou l'inventaire. En outre, les dirigeants de Nike et de Foot Locker se sont réunis dans l'Oregon. Donc, l'Oregon ici, je pense que c'est, je dirais pas province ici, c'est l'état dans lequel est localisé Nike. Donc, d'accord? Pour élaborer une stratégie en vue de reprendre leurs activités ensemble, l'objectif étant l'année 2024. Surtout que Foot Locker représentait Foot Locker était un gros détaillant de Nike et Nike représentait une grosse partie ici, une grosse partie du pourcentage du revenu de Nike. Donc le fait que Nike, du revenu ici de Foot Locker. Donc Foot Locker dépendait énormément de Nike. Ce n'est pas une bonne chose quand on fait du business. C'est la raison pour laquelle si vous avez une entreprise ici qui dépend énormément d'une autre en termes de revenus, par rapport à son revenu, il faut faire très attention. Parce que la personne dont vous dépendez aura tendance à vous demander de plus en plus de concessions parce qu'il sait que si vous décidez de couper les ponts aujourd'hui, vous allez faire du mal à son business. D'accord? Donc, certes, l'augmentation des stocks a joué un rôle non négligeable dans le rétablissement de l'ancienne relation, mais ce n'est pas tout. Donc, le rétablissement d'anciennes relations, ce qu'on dit. Donc, les consommateurs ont fait connaître leur avis avec leurs dollars respectifs, notamment, voilà. Bien sûr, il existe une grande loyauté envers la marque Nike, mais les acheteurs aujourd'hui veulent avoir le choix quant à l'endroit où ils peuvent acheter des produits de l'entreprise. La comparaison et l'opposition. Comparer et opposer. Moi, je peux faire 5 magasins qui vendent le même produit, histoire de voir si c'est le même prix. Oui. Ou bien il y a des coloris, il y a de meilleurs coloris. D'accord? La comparaison et l'opposition sont toujours des éléments importants du processus d'achat, tout comme le fait d'essayer les chaussures de sport, en particulier pour les personnes plus âgées qui sont heureuses de se rendre dans un magasin physique pour avoir les différents types de chaussures. Moi, j'aime bien aller dans un magasin acheter mes chaussures. Tout simplement parce que, sauf si j'ai déjà eu acheté une chaussure, un modèle de chaussure ici, et que voilà, je sais personnellement à quoi ça va ressembler sur mes pieds, mais quand c'est la première fois, je veux toujours avoir ça sur mes pieds. Histoire, par exemple, j'aimais bien il y avait une Nike qu'on appelait la Air Max 360, je vais vous la montrer ici. Recherche avec Google, Air Max, c'est ça, Nike Air Max 360, j'espère que c'est ça. Ah, c'est la Vapor Max. Oh, si je ne me trompe pas. Cette chaussure-ci. Voilà. Je la voulais en toute noire. Très belle, hein? Je la voulais en toute noire. Je l'ai essayé, ça ne marche pas sur mon pied. Franchement, quand je la mets sur mon pied, j'ai du mal avec. Pourtant, il y a 2 personnes, quand je les vois avec cette chaussure-là, ça va très bien avec eux, mais moi, ça ne marche pas. OK? Ça ne marche pas du tout. J'ai l'impression de porter une Balenciaga. Vous voyez les grosses Balenciaga, là, les dad shoes, là. Je n'aime pas ça. Donc, j'aurais pu, si je l'avais acheté en ligne, j'aurais été déçu par mon achat. D'accord? Et très souvent, je ne suis pas quelqu'un qui aime aller retourner les choses parce que voilà, ça me dérange. Quand j'achète, c'est vraiment parce que je vais garder. Que j'aime ou pas. D'accord? Je retourne très rarement les produits, sauf s'il y a un magasin à côté. OK? So, si je ne l'avais pas essayé en magasin, je n'aurais jamais su que ça ne fonctionnait pas sur mes pieds. OK? Donc, cette chaussure, par exemple, je l'aime bien, mais je ne peux pas l'avoir. Parce que sur mon pied, ça ne marche. C'est pas la même chose. OK? So, d'où l'importance pour moi de toujours aller en magasin acheter ce type de produit-là. OK? Pour les chaussures. Et parfois également, par exemple, chez Nike, je porterai je peux porter du 9,5 chez Nike. Mais chez Puma, je dois porter du 10. Adidas, je dois porter du 10. New Balance, je dois porter du 10 par exemple. Nike, je peux porter du 9,5. Vous voyez? Maintenant, comment est-ce que j'aurais su ça si je n'avais pas été dans un magasin pour essayer? OK? Et la forme des chaussures peut parfois être différente. Moi, j'ai un pied très particulier. Voilà, mon pied est large au bout. Donc, il y a certains types de chaussures. Quand c'est plus fin au bout de la chaussure, ça peut me déranger.
notamment sur les côtés, ça peut me déranger à l'avant du pied. OK? Donc, ça, je ne peux pas le voir si je ne vais pas dans un magasin essayer le produit. OK? Donc, l'opposition et la comparaison, c'est très important. D'accord? Les vieux comme nous, on veut aller en magasin et essayer les chaussures. D'accord? Donc, le fait d'essayer les chaussures est tout à fait important pour nous. En particulier pour les personnes âgées qui sont heureuses de se rendre en magasin physique pour avoir les différents types de chaussures. Il est clair que les canaux numériques se taillent une part énorme du gâteau des ventes. Oui, la vente en ligne va continuer. Le DTC va continuer. Car de nombreux consommateurs préfèrent la praticité des achats en ligne. Néanmoins, ces récentes mesures prises par Nike devraient permettre à de nombreux clients potentiels de rejoindre la clientèle. Parce qu'en vendant uniquement en ligne ou bien dans vos magasins spécialisés uniquement ici, vous laissez à l'écart une partie de la clientèle qui était peut-être intéressée par des produits Nike. Parce qu'il y a une fidélité par rapport à la marque ici. Moi, j'aime bien Nike, même si je préférais Adidas à une certaine époque. Mais j'aime bien Nike parce qu'ils innovent. Ils sont en termes de... Il y a beaucoup d'innovation. Je ne dirais pas innovation ici, mais en termes de créativité, ils sont meilleurs que Adidas. OK, ils sont bien meilleurs qu'Adidas en termes de créativité. Je ne sais pas ce qu'on fout à Adidas, mais franchement, à part les vieux modèles Adidas, Nike a de plus en plus de classiques par rapport à Adidas. Et j'adore Adidas, j'aime bien Adidas. OK, donc l'entreprise a le mérite d'avoir compris ce qui pourrait être une erreur de parcours et d'avoir pivoté pour satisfaire le plus grand nombre d'acheteurs possible. Donc là, vous avez la raison qui pousse Nike à avoir ces résultats actuels. Et déjà, hormis le fait que le prix était déjà à un niveau assez élevé ici, d'accord, n'oubliez pas, payer Nike ici, je ne sais pas moi, à 42 fois, 46 fois les bénéfices, il faut être fou. Excusez-moi, mais je ne sais pas ce que vous avez mangé, mais payer Nike à ce niveau-là pour 4% de croissance des bénéfices nets, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même si vous parlez des free cash flow, 11%, même ça, c'est discutable. OK? C'est vraiment discutable. Donc, faites attention ici aux multiples de valorisation. Aujourd'hui, Nike se négocie quoi? Presque 30 fois les bénéfices. C'est toujours pas intéressant selon moi. À la limite, Nike serait correctement évalué par rapport aux bénéfices nets ici de 2026. Donc, correctement évalué. Idéalement, on aimerait commencer à y réfléchir aux alentours de $75. OK? Idéalement. Mais au prix actuel, est-ce que ça respecte nos 8% de rendement qu'on recherchait généralement quand on veut investir sur une compagnie? Pas encore. OK? En tout cas, ce n'est que mon avis à moi. Hein. D'accord? Si Nike vous intéresse, allez faire vos propres recherches ici. Vous avez les rapports financiers, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour les concurrents, pour les distributeurs, etc. Donc, bonne lecture à vous. Faites vos propres recherches. N'achetez pas parce que « Oh, j'aime Nike, c'est l'avenir, ça monte. » Non, non, non. Il faut lire les rapports financiers. C'est pour ça que 90% des opérateurs de marché perdent en bourse. D'accord? Certains sont juste pressés d'acheter parce que c'est sous-évalué ou bien parce que le prix est en train de baisser ou bien parce qu'ils aiment le produit. Ça peut fonctionner, mais pas tout le temps. OK? Après également, il faut avoir la capacité de tenir à long terme parce que tant que l'entreprise, le scénario de départ, l'hypothèse d'investissement de départ est toujours d'actualité. C'est pas parce que vous aurez raison ici que le prix de l'action va monter directement. Non. Le marché peut vous donner tort pendant très, 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 très longtemps. D'accord? Je vous ai toujours pris l'exemple ici de McKesson. C'était pas facile de détenir du McKesson. Alors là, pas du tout. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, certains vont se dire, oh, ça monte, mais c'était pas facile. Ce n'était pas facile. Est-ce que vous aurez pu acheter tous les jours entre 2018 et 2021? Non, ça bouge pas. C'était la même chose. Pourtant, bénéfice net ne faisait qu'augmenter, etc. Mais voilà, aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est magnifique, c'est beau, d'accord. Mais voilà, pendant toute cette période, si l'entreprise valait déjà bien plus que ça, on vous la vendait ici à 10 fois les bénéfices. Littéralement, 10 fois les bénéfices. Et là, je parle des bénéfices. Et c'était une compagnie ici qui gardait à peu près une certaine croissance. Et je parle des bénéfices nets. Parce qu'en termes de free cash flow, on est aux alentours de 7 fois à 6 fois les bénéfices. Aujourd'hui, c'est toujours à 12 fois les bénéfices. Je continue à dire que McKesson même reste sous-évalué en date d'aujourd'hui. Bref, je n'en dirai pas plus. Lisez vos rapports financiers. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium où on présente généralement des analyses quantitatives
Vous pouvez demander des analyses quantitatives. Je présente également ici 6 entreprises par mois qui, moi, me semblent intéressantes au prix actuel. Donc, 4 versant un dividende. Et attention, on ne parle pas de dividende ici du point de vue dividende croissant, machin, tout ça. Non, en question de la politique d'allocation du capital. OK? So, également ici, vous pouvez, vous recevez les analyses sectorielles, plus d'autres éléments, parce que je pense que ceux qui sont dans la top nous étaient recevront plus d'analyses sectorielles. Il me semble qu'il reste encore 2 places ou 3 places ici pour ceux qui veulent également recevoir la formation comment lire les rapports financiers, histoire de poser les bonnes questions, et comment lire et comment analyser les banques. C'est pas qu'après ça, le service Top Premium va fermer, mais voilà. La formation est inclue dans ce prix-là. OK? Donc, c'est déjà cadeau, dans tous les cas de figure. Donc, les amis, pour le reste, Nike maintenant, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. OK? En tout cas, moi, j'attends toujours un meilleur prix que celui-ci. Je ne suis pas pressé, c'est une belle entreprise, mais voilà. Peut-être qu'également, je peux regarder la taille du marché, etc., le taux de pénétration, etc. D'accord? Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Lisez vos rapports financiers. Ne vous laissez pas berner par un YouTuber lambda. OK? Allez vérifier, double-checker l'information. D'accord? Faites vos propres recherches. Habituez-vous à forcer votre cerveau à aller chercher l'information d'elle-même, de lui-même. D'elle-même? Non, le cerveau. Non, de lui-même. Ouh là là, il faut que j'achète un Becherel. Ouh là là, ça va être compliqué. Bref, voilà. Merci. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir également. Ça, j'ai pas oublié.